Dans cette seconde partie, on va s'intéresser à la dimension des sous-espaces vectoriels. Donc, pour cela, on a une notion importante, c'est dans le cadre où on a un sous-espace vectoriel qui est un sous-espace engendré, on va pouvoir considérer sa dimension, autrement dit, il est forcément de dimension finie. C'est quelque chose qu'on va démontrer. Et ce qu'on a, c'est que la dimension de l'espace engendré par P vecteur U1 jusqu'à UP, ça s'appelle le rang. Alors ça nous fait encore une nouvelle définition du rang qu'on a déjà vu dans le cadre notamment du pivot de Gauss-Jordan, c'est-à-dire dans la matrice échelonnée réduite le nombre de pivots. Et on va voir que ces notions sont cohérentes. Donc ici on a une définition qui est, on peut penser comme étant une abréviation, rang dans les espaces vectoriels, c'est une abréviation pour dim de vect, on dit la dimension de l'espace vectoriel engendré. Et justement la première proposition nous permet de nous dire que dans le cadre d'un espace de dimension finie, alors si on dispose déjà d'une base, et dans la pratique on dispose souvent de la base canonique, alors le rang d'une famille de U1 jusqu'à UP, il suffit donc de chacun des vecteurs UK, donc chacun des vecteurs de la famille, les décomposer sur la base de référence, et alors on obtient que chacun des vecteurs c'est une colonne. Donc nos P vecteurs constituent P colonnes, on peut les mettre dans une matrice, et donc le rang de cette famille de vecteurs, ça correspond au rang des colonnes, autrement dit c'est le rang de la matrice, avec comme définition ici du rang, l'algorithme du pivot de Gauss-Jordan, c'est-à-dire on échelonne la matrice, et c'est le nombre de pivots dans la matrice échelonnée réduite qui lui est équivalente. Et donc on obtient des notations qui sont compatibles en fait. Le rang qu'on a défini précédemment dans le calcul matriciel, c'est le même que le rang dans les espaces vectoriels. Et cette proposition-là, on va l'admettre et on l'utilise par contre systématiquement. Donc, commençons par un exemple dans le cadre géométrique de R3. Si par exemple on a une famille de 3 vecteurs U1, U2, U3, on peut considérer le rang sur R de cette famille de vecteurs U1, U2, U3. Et donc c'est la dimension, par définition, de l'espace engendré par la famille de vecteurs. Alors dans la pratique ici ça ne va pas être très utilisable de dire c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré. Par contre ici c'est la proposition 2.1 qui peut nous servir, c'est-à-dire le rang, c'est simplement le rang matriciel, c'est-à-dire à la place de U1 on peut remplacer par ses coordonnées, ça nous donne la première colonne de la matrice. La place de U2 on peut remplacer par les coordonnées, ça nous donne la deuxième colonne de la matrice, et là on obtient la troisième colonne pour U3. Donc on retrouve le rang d'une matrice 3, 3, et on sait comment calculer le rang. On peut faire des opérations élémentaires indifféremment, soit par ligne ou alors par colonne, et on obtient un résultat. Alors par exemple on peut faire une première étape qui serait juste de réarranger les différents, donc on peut obtenir 2, 0, 1, 0, 1, 0 et 1, 1, 1, ça c'est en renumérotant, c'est-à-dire ça c'est L2, ça c'est L3 et ça c'est L1, donc on a fait des permutations sur les lignes, et ensuite on peut faire des opérations pour faire disparaître le 1 ici et le 1 ici, donc ça va être 2, 0, 1, 0, 1, 0, et ici L3, la nouvelle L3 bien sûr, reçoit L3 moins la moitié de L1 moins L2, pour ici obtenir 0, ici 0, et ici 1 moins 1,5, c'est-à-dire 1,5. Donc ici on récupère bien qu'on a notre forme échelonnée. Alors c'est pas réduit, mais on sait que sur la forme échelonnée ça suffit à compter les pivots. Les pivots sont les coefficients les plus en bas à gauche, autrement dit ici on a 3 pivots, donc le rang égale à 3. Alors ce qui est assez particulier, c'est que donc l'espace
Ici, c'est un sous-espace vectoriel de R3 de rang 3. Et donc ici, on va avoir le cadre un peu spécial où on va pouvoir en déduire des choses du type, donc nécessairement, la famille U1, U2, U3 forme une base de l'espace. Donc on va avoir des critères purement calculateurs, c'est-à-dire numériques et même algorithmiques, le pivot de Gauss-Jordan, pour pouvoir dire est-ce que des choses abstraites, qui sont des familles de vecteurs, sont libres génératrices ou même des bases. Donc on peut traiter maintenant un exemple sur les polynômes. Donc par exemple, on peut considérer trois polynômes P1 égale x-1 au carré, P2 égale x facteur de x-1 et P3 égale x carré. Alors, ce serait des vecteurs de R2 crochet x. Alors pour pouvoir appliquer la proposition 2.1, on va se placer dans une base, dans la base canonique bien sûr. Alors la base canonique de R2 crochet x, c'est donc des monômes jusqu'à obtenir le bon degré. Autrement dit, ici c'est degré plus 2, donc c'est dimension 3, 1 x carré. Alors que vaut P1 P1 de x, c'est donc, on peut développer en x carré moins 2x plus 1. Alors, autrement dit, c'est un vecteur qui se décompose dans la coordonnée. Le nombre de fois 1, c'est 1. Le nombre de fois x, c'est moins 2. Le nombre de fois x carré, c'est 1. Et puis, on peut réaliser de la même manière pour les autres. C'est-à-dire ici, alors quand on développe ce x carré moins x, on dit il n'y a pas de constante, il y a moins 1 en x et il y a 1 en x carré. Et P3 de x, bon, c'est directement x carré, autrement dit c'est le troisième vecteur de la base canonique. Et donc notre critère va se ramener exactement au même cadre que la géométrie dans R3, c'est-à-dire le rang de cette famille P1, P2, P3, a priori qu'engendré sur R, ce serait dim de vect, hein, mais ici on va juste dire que c'est le rang de la matrice des coordonnées dans une des bases, et la base en question, bah, ce serait la base canonique. Autrement dit, on récupère cette chose-là. Voilà, et alors ici ce qui est simple, c'est que la matrice elle n'est pas du tout échelonnée en ligne, par contre elle est déjà échelonnée en colonne, autrement dit on a une matrice échelonnée, et donc ici on a un rang 3, et donc de la même manière on a un rang 3 en dimension 3, on va pouvoir dire que cette famille c'est une base de R2 crochet X. En particulier, c'est une famille libre génératrice. De R2 crochet X. Donc par exemple, dans M2 R, ensemble de matrices carrées, on pourra étudier pour une matrice A donnée la famille des puissances successives, donc I2, A et A carré. Et donc, pour ce faire, on peut essayer de le décomposer dans la base canonique. Alors la base canonique, c'est donc la donnée des matrices suivantes, celles qui ont un 1, 1 et que des 0 en chacune des positions possibles. Donc on obtient cette famille-là, la base canonique de M2R. Et on va essayer de décomposer donc les trois vecteurs de la famille dans cette base. Alors par exemple, la matrice identité, donc c'est celle qui est 1, 1 ici, donc celle-là elle compte comme une fois, là celle-là ne compte pas, celle-là ne compte pas, et celle-là compte comme une fois. La matrice A se décompose, donc ici on a les trois premières comptent pour une fois, et la dernière compte pour deux. Et A carré, alors A carré on commence par faire le calcul du produit matriciel, donc par exemple en ligne on obtient 1 et 1, c'est-à-dire la somme des deux, donc ça nous fait 2 et 3, et ensuite ça fait 1 et 2, donc L1 plus 2 L2, ce qui fait 3 et 5. Et donc la question c'est
pour décomposer dans la base canonique, ça fait donc 2, 3, 3, 5. Donc on peut résoudre la question de libre ou générateur, ou les deux, en calculant immédiatement le rang. En général, le rang ne dépend pas de la base de calcul, mais ici je vais dire rang sur R, parce qu'ici donc on obtient matrice à quotient réel. Et donc le rang sur R, c'est le rang des... Alors là, c'est le problème du fait qu'il y ait des matrices, mais il faut juste les considérer comme étant bien des vecteurs. Donc c'est, on met tour à tour le rang de I2, le rang de A et le rang de A carré. Autrement dit, ça nous fait le rang d'une matrice comme ceci. Et donc il va falloir justement essayer de savoir est-ce que les matrices, on peut calculer facilement ce rang-là. Donc oui, alors par exemple on voit qu'on a deux fois la même ligne, donc là ça va se simplifier, et on peut essayer de faire disparaître ce qui se passe en bas. Donc je vais faire en même temps plusieurs transvections, donc ça donne 1, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 0, en faisant L3 reçoit L3 moins L2, et là on va faire L4 reçoit L4 moins L1, donc ici on récupère 0, 1, 3, et donc on remarque que finalement ça fait le rang de simplement les deux premières lignes. Parce qu'on peut faire L4, maintenant on reçoit moins L1. Donc le rang vaut 2. Alors étant donné que le rang vaut 2, ça veut dire que cette famille, elle n'est pas libre parce qu'il n'y a pas autant de vecteurs, c'est-à-dire la famille est liée. Et pareil, la famille ne peut pas être génératrice parce que la dimension ici de M2 de R, c'est 4. Donc c'est une famille qui est ni libre ni liée. Ni libre, pardon, ni génératrice de M2 de R. Alors pourtant, il y a une propriété intéressante qui sort de ni libre, c'est-à-dire la famille elle est liée. Autrement dit, ce qu'on peut dire, c'est que il y a une combinaison linéaire non triviale. On peut remarquer que la matrice identité et la matrice A ne sont pas proportionnelles, autrement dit, ce ne sont pas deux vecteurs collinaires. Autrement dit, ça veut dire qu'on a forcément A carré qui est combinaison linéaire des deux autres. Autrement dit, A carré appartient au vecteur des deux précédents. Et donc, A carré, c'est censé être un certain nombre de fois l'une plus BA. Et une fois qu'on se doute d'une relation, on peut essayer d'investiguer pour trouver quelle est la relation qui relie donc la matrice A à la matrice A carré. Et on remarque que par exemple, on est obligé d'avoir un 3 comme coefficient ici B. Et une fois qu'on a mis un 3, ici ça nous ferait donc un 6, ici ça nous ferait un 3, donc il faut mettre moins 1. Et donc on remarque qu'on peut en déduire des relations par exemple sur les matrices pour des raisons algébriques non triviales.